Bonjour, nous allons pouvoir commencer cette table ronde intitulée Vivre et concevoir avec le risque et construire après la catastrophe. Voilà, 15 ans après le drame qui a traversé le Japon au niveau de la côte du Tohoku avec le tsunami. Euh, Nous avons donc durant cette semaine accueilli 10 enseignants japonais qui sont intervenus dans des cours et qui sont venus voilà, participer à la vie de l'école et faire vivre l'école. Et donc ces dialogues qui ont été initiés ont été très riches jusque-là. Et donc on est heureux finalement de recevoir plusieurs personnes ce soir. Je vais uniquement pour ma part présenter Marc Bourdier qui modérera cette session. Donc Marc Bourdier est professeur honoraire de notre école, de l'ENSAPLV, où il a enseigné de 1994 jusqu'à 2023, les diplômés de docteur de l'Université de Tokyo. Il a été pensionnaire à la maison, la maison franco-japonaise 87 à 90, 87 à 90, il me semble. Et il est aujourd'hui voilà, conseiller scientifique aussi pour le Mitate Lab qui travaille sur les post-Fukushima Studies. Et donc voilà, je te passe la parole Marc pour que tu puisses présenter cette session et je vous souhaite de très beaux échanges et merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci, merci d'abord de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir organisé cette semaine d'activités autour des échanges culturels avec le Japon et universitaires d'ailleurs. Donc je ne vais pas faire la liste de tous les gens à remercier, mais merci. Nous fêtons aujourd'hui le 15e anniversaire d'une catastrophe globale. Ce qui était un simple tremblement de terre a été suivi par un tsunami qui a provoqué une catastrophe nucléaire les 11 et 12 mars 2011. Il était important, durant cette semaine où nous célébrions les échanges avec le Japon, de consacrer un peu de temps, aujourd'hui, à réfléchir à partir de cela à un certain nombre de questions. Nous allons nous limiter à une question très très simple, qui est de s'intéresser à la question des risques. Je ne sais pas si vous en avez bien conscience, mais c'est quelque chose d'incontournable dans votre vie professionnelle future. Nous allons essayer de cerner cette question aujourd'hui ensemble. Nous allons essayer de la cerner de deux manières, essayer de voir s'il existerait ce qu'on pourrait appeler une culture du risque ou une culture des risques. On verra comment on peut passer du singulier au pluriel dans quelques instants. Et en tant que concepteur, comment cette question-là est intégrée ou non dans la pratique des architectes. Donc j'aurais eu envie, si vous voulez, vous le devinez bien, de faire le point sur la situation à Fukushima, un tas de raisons. Ça ne sera pas le propos d'aujourd'hui. Nous allons aborder d'autres sujets tout aussi importants. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi aujourd'hui le professeur Noosaku Fuminori, qui est professeur associé au département d'architecture de l'Institut de sciences de Tokyo, avec lequel l'école a des relations maintenant depuis de nombreuses années. Et sa pratique, en 2024, l'a amené à s'impliquer dans la reconstruction de maisons en bois, de réemploi sur site, suite au séisme de la péninsule de Noto. Parce que je vous ai dit que nous célébrions aujourd'hui
l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, mais depuis Fukushima, le Japon a subi d'autres catastrophes. On pourrait éventuellement prendre un peu de temps pour faire des comparatismes. On va mettre ça de côté aussi. Un autre invité est le professeur Prasanna Divijapitiya. Alors, son nom de famille est imprononçable. Il le sait. Donc, on l'appelle toujours Prasanna, c'est plus simple. Il est professeur à la faculté de Human Environment Studies de l'université de Kyushu. Et à la suite du tremblement de terre de Tohoku, en 2011, il découvre plusieurs projets en parcourant la région et se place en témoin de la reconstruction. Témoin de la reconstruction. Quand j'ai parlé de catastrophe tout à l'heure, ayez bien en mémoire que le tsunami a dévasté 550 km de côte dans la partie nord-est du Japon. Yannick Gourville, parmi nous aussi, maître de conférence, c'est quelqu'un de la maison, à l'école. Son enseignement et son activité professionnelle s'intéressent aux transformations urbaines des territoires vulnérables face aux risques climatiques. Et enfin, Laurent Pinon, architecte, urbaniste, programmiste, directeur des métamorphoses urbaines, de métamorphoses urbaines, le nom de la structure, au pluriel, est en charge du projet d'accompagnement de la création d'un nouveau village de Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ça, menacé par le risque de submersion marine. Vous voyez, on rentre dans une catégorie de risques. Nous allons voir s'il y en a d'autres aujourd'hui, grâce au témoignage de nos invités. Sans plus attendre, je vais donner la parole au professeur Prasanna pour son intervention. Vous avez la parole. Thank you very much. Please let me take this opportunity to thank you for inviting me today, and also Professor Boudier for that kind introduction. And so I guess you can see my the first slide. So it's about I'm going to give you a brief introduction to what I've observed while I was traveling across the Tohoku area, particularly southern part of Miyagi Prefecture, that was devastated by a tsunami, but not in 2011, in 2013, 2 years later. That was the time there was huge transformation from preparation, planning to implementations of projects. So I'm going to introduce you some of these, my experience, what I observed. Okay, so, that? Oh, okay. Right. So actually, the impact was, devastating. It was a huge earthquake. It was a tsunami, and there was that nuclear crisis, and also the socio-economic disruption was immense in terms of the industries and for everyday life of people. But at the same time, the disaster reshaped the Japan's strategic coastal protection, emergency responses, and long-term regional development. So this is actually an image of the area that was exposed to the tsunami, particularly the three prefectures, Fukushima, Miyagi, and Iwate. So this line indicates the heights of the tsunami that they experienced, which was definitely devastating. The recovery process was based on several frameworks. The largest was the National Reconstruction Strategy, which involved massive funding allocation of about
31 trillion Japanese yen, and then critical infrastructure restoration projects, health and environment safety strategies. At the same time, a strategy focused on economic recovery, tourism, industry diversification, and building a disaster resilient for the future, not just that area, but for the whole country. So the second, more local frameworks also helped to discover tailored local recovery plans, and including urban redesign strategies and enhancing the livability and safety of people who are living there. And further down and closer to people, there were other projects, and also involving with the involvement of everyone, including experts and officers. There were community action and social recovery processes. And particularly the outcome of such activities were visible in the rebuilding public and gathering spaces. That was what I observed while I was traveling. So particularly the community projects produced this, the belief was that, and actually it was, the accessible, more human-centered spaces fostering diverse and inclusive layouts and social connections. Oh, I'm sorry. Yeah, I think it just... it takes few... okay. Sorry, I should be in this slide, right? So rebuilding public gathering places was some of the important observations I made during my visit. Okay, so next slide. So I guess you can see, this is the area I visited. I visited particularly 3 areas. Just south of Sendai Airport, that is Iwamune, and just north of the airport, Yuriage, and further north in the southern part of Miyagi, the Ishinomaki area. So these were the areas I visited in 24th of August in 2013. So I will show you some of the images. And among most of all the images, I found this image was very striking, not just because it has a lot of, I mean, if you try to understand it, it represents everything that was going on in this area during that time. If you look at, need to try. Okay, now you can see. So if you look at the mound, right, there is a blue line. That blue line indicates the height of the tsunami. And there is another, and above that there is the ground level. That ground level has a small board reading height of the elevated residential plots. So they are planning to elevate the residential plots to that level, that is 5 meters above the original ground level. And on the other side, there is another, I'm not sure, whiteboard reading height of new road and embankment. So what is interesting is there is another board on the center of the mound, which was installed by local community groups, which reads, "Let's build a flower garden with big smile," on the former community center site. So I understand. So what is significant about this particular image was that it indicates that shifting from debris to land uses. So cities are planning and giving meaning to different places. They clean the area. So they found that some places are not going to be used in a different functions. So that is happening at that stage, I thought. And the second thing is how community groups are gathering and they are helping the members to recover emotionally, from emotional difficulties they have after the
the disaster. That is indicating that big white boat at the center. And the third one was visualizing the hazard and the risk communication. So the blue line above indicate the height of the tsunami. So I just wanted to let everyone knows the risks or the extreme situation that they could face. And finally, this also shows that transformation from planning to more large-scale urban preparation, urban land preparations. Okay, so that is one thing, and I will go a little more quickly from here because it's all about. And this is another interesting place image I have with me from Uriage, previously home for about 500 residents. That was completely destroyed. It was just a flat land when I was there, and they lost 10% of their residents. But they had one temple, which is a gathering place, so they're still not ready to build houses, businesses, and the planning is still not ready, but they just developed, there's a gathering place, so a place for praying and for community. So this is how it looks like today. This was the way I took the photograph. It's quite unrecognizable anymore. I mean, you cannot find those features anymore. And this is how it looks like today. You cannot see the temple anymore, but you have the residential areas that were constructed on raised foundations with more resistant to seismic resistant buildings, and following strict zoning separating from the coastal hazard zones. Okay, so I move to another image. This is, I think, if those who know this place, it was one of the most important a story. This is the Kadonowaki Elementary School. When I was visiting this place in 2013, they were not, I mean, the plans were not there to what to do with the building. They were not ready. There was no answer whether to keep it or destroy it. But in 2022, they decided, and it was open as an exhibition space. So they're going to keep the building as it is, so people can experience the devastation of tsunami, and it's a place of learning for everyone. Then, so this is how it looks today, and there's a huge Minamihama Tsunami Memorial Park today. So I do not have other photos, but just used Google Map to supplement this information. And this is another picture from a hillock nearby, overlooking the village on the left side. And this is a place of prayer, that particular park under construction. Okay, so so that is about people, and and at the same time there was a lot of work going on. So another picture from above, the construction work was going on in the park. And next, the most important aspect was preparation. There were a lot of preparations were going on, how to build houses, provide houses to people, and also I discovered the post-disaster planning was going on, gathering of experts, local officers, and citizens. So the plans are going on, zoning maps, land elevation layers, residential relocation zones, and coastal buffer planning, as well as the infrastructure and reconstruction places was being planned during that time. So at the bottom you can see the current state of that area, that this area was, now there are houses and a huge residential area. So finally,
So what are the key takeaways from this experience? I think it's the most of all, the planning matters. Pre-disaster planning improves both immediate response and long-term rebuilding. And community action is vital because local partnerships shape more resilient, human-centered recovery. That is something I discovered that the people who were working on these places was teaching that to us. And the last one was the recovery is physical as well as social. You need houses and roads, but restoring livelihoods, community cohesion is the true long-term challenges. So that was my experience traveling through the area. Thank you very much. Thank you, Professor Prasanna. Donc, concentrons-nous sur effectivement les questions à aborder aujourd'hui. Ma première question va venir autour de: existait-il une culture du risque dans les zones que vous nous avez présentées? Ou en d'autres termes, est-ce que les populations étaient préparées à l'arrivée d'un tel tsunami? Et quand je dis les populations, c'est non seulement les personnes, mais aussi les infrastructures. There were two iconic examples. One was, I think there was a lot of preparation as Japan and particularly these areas. One was this school. I think, can we go to that slide? I don't know. We don't see it. Right? This school is it show us the readiness of the area. You know, remember there were 220 students were there at the time of the disaster. They all were evacuated and safe. So there was a culture of preparation in many of these areas, I think. But what I discovered was after my first picture is that there was a feeling that it wasn't enough. So there was some, miscommunication, the lack of overlooking the real risks. So maybe that what in this picture indicates that real risk communication, where they wanted to visibly the height of the tsunami and so on. So I think that was the feeling. That was my feeling during that time. Yeah. Thank you for this answer. Pardon, merci pour cette réponse. Deuxième question que j'aimerais poser, et peut-être on pourrait revenir sur les bâtiments que vous nous avez montrés, ces deux bâtiments de 5 ou 6 étages. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Non, un peu plus loin. Oui, cela. Oui, non, cela. Parfait. Donc, nous sommes là devant des constructions qui ont été réalisées en 2015, n'est-ce pas? Planned in after 2015, and yeah, it was. I'm not sure exact dates of completion, but yes. Si on se rappelle les chiffres que vous nous avez donnés de tsunami de 9 mètres de hauteur, ça correspond à peu près à 3 étages. Si on comprend bien que le rez-de-chaussée semble être des espaces communs qui peuvent être libérés, les appartements démarrent dès le premier étage. Comment cette culture du risque, qui s'est enrichie à cause de la catastrophe, permet de construire des bâtiments qui semblent, peut-être je me trompe, pas forcément préparés à un nouveau tsunami qui aurait la taille de celui qui a dévasté la côte. Yeah, technically speaking, I believe that the ground was elevated to that level,
and they have embankment along the river, and particularly the land very close to the sea, the ocean is. I will go to that slide. Let me show you. Is actually it not been used for residential areas now, so they are keeping some distance from um, the the ocean, and that is one thing. And of course, I think um, there was. I do not have that information here, but the planning is future planning will be based on two-stage risk planning. I heard, right? That means, and basically that means you are preparing for extreme situations. And extreme situation, your job is to save lives. And everyday situations, it's more about maintaining the infrastructure and so on. So at least at this point, my feeling is the planning is expecting there are extreme situations that only we care about, we care about lives. So we don't need to worry much about, so that I think one of the planning's philosophies behind I think these may be the early examples. So maybe they're going to perfect it in future. That's my feeling. Merci de cette réponse. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être vous voulez intervenir, les orateurs d'aujourd'hui, ou on passe peut-être à la deuxième présentation de notre collègue japonais. Professeur Nosaku, vous avez la parole. Hello, my name is Fuminori Nosaku from Science Tokyo. So today I introduce our activities of Himi Old Timber Network. It's toward circular post-disaster reconstruction design. So I experienced Great Tohoku earthquake when I was doctoral student. Following this earthquake, communities on the Oshika Peninsula were relocated to relocated to elevated ground. The new sites were engineered by civil consultants, and standardized houses were lined up like those in a modern home development. The cultural landscape of fishing village was erased, so replaced by generic suburban housing estate, an example of disaster-driven urbanization. So from this experience Tohoku earthquake, I wanted to keep the cityscape as much as possible. So the 2024 Noto Peninsula earthquake caused severe damage, particularly due to soil liquefaction in coastal areas. I have been involved in supporting recovery efforts in Himi City, Toyama Prefecture, with several university laboratories. So I visited the area soon after the disaster. Some buildings had collapsed because of soil liquefaction. The roads became uneven, and the sand came up through the ground in many places. So many buildings were officially classified as completely destroyed. So even if the upper part of the structure looked undamaged, the floors had tilted due to the ground movement. So at that stage, I proposed a plan for reconstruction housing. Since I had already designed rental housing in Himi City
to support migration. So I believe the same plan could be adapted for this situation. I arranged the units on available land and presented the proposal to the city mayor. So I was informed that one of the migration support housing units had served as a temporary shelter for disaster victims, so which led me to believe the same design could be applied to reconstruction efforts. So this is the X-ray of the migration support housing. There are two types, single-story model and two-story model. The design uses locally sourced in Himi Satoyama cedar and feature black roof tiles commonly seen in fishing villages. So this is the single-story type. It has a compact floor area of about 60 square meter. And this is the Machiya type, two-story type support housing. It also has a floor area 60 square meters. So the reconstruction housing was proposed on the vacant land besides the migration support housing. The proposal consists of connected two-story Machiya type units, providing housing for 7 households in total. Sorry. So here is the cost estimate developed in collaboration with a local construction company. The housing was designed to function first as reconstruction housing and later to be reused as migration support housing. However, this proposal was never realized. And then the next initiative we undertook was the preservation of traditional Machiya houses. So in cases of liquefaction damage, although the ground is distorted, it's possible to jack up the building and construct a new foundation and continue using it. So we informed both the local governments and the residents that such an option exists. So even traditional buildings were pushed toward publicly funded demolition. Many residents chose the free demolition provided by the government instead of preserving these historical architecture. So we then started timber rescue projects in publicly funded demolition. The city demolished the building for free, but all the materials are thrown away as waste. So we recognized this as a problem within the system. So we learned that before demolition begins, a timber can be recovered if it's officially transferred from the owner as a value material. After taking with the local governments, we were able to carry out this scheme. So after successfully recovering timbers from several houses, so we founded a group called the Himi Old Timber Network. The members include the local activists living in Himi City, local construction companies, and volunteer students from Science Tokyo and the University of Toyama. So after negotiation with residents, we were allowed to enter buildings scheduled for publicly funded demolition. So we removed floorboards, sliding doors, ceiling panels, and
other reusable elements and transported them by a small truck. The salvaged timber is transported to warehouse owned by local constructor. There, we remove the nails, clean the wood, and store it for future use. So using a vacant storefront in the local shopping street, we organize several sales events for the cleaned salvaged wood. So in our university laboratory, we prototype stools and lighting fixtures using salvaged wood. Okay. So now we are making the shelves for the exhibition. This is a very special floor wood. It's bended a little bit. It's very special, so I wanted to use for the exhibition. And the reinforced concrete disaster prevention blocks built after World War II were developed as a central shopping street of Himi City. Due to aging and earthquake damage, they were scheduled for demolition. As this would create a large vacant area, so we started discussions on the future of the area with local residents. So this is a result of a town planning project we are working on with urban planning lab at Science Tokyo. As a temporary use of the sites, urban farm is planned along with the salvaged timber storage space and sales area for our activities. So this is a temporary use plan developed by our laboratory. It includes a reclaimed timber warehouse and workshop, sales space and community garden and shared kitchen. So these are planned as a temporary structure made with steel pipe, scaffolding and old timbers. Voilà. Oh. So along the street, stores and furniture made from salvaged timber will be arranged to create an event space. In the back, there will be storage for the urban farm, supporting community gardening activities. So in this sense, our timber rescue activities can be understood as material and movement. When buildings are demolished, the timber is usually treated as waste. But by rescuing and reusing these materials, they begin to move again into new buildings and new context. The material carries not only structure value, but also the memory of the place, the knowledge of traditional carpentry. So in this way, materials continue their life from one building to another. Thank you very much. Thank you very much for this wonderful presentation. La première remarque, vous l'avez bien compris, nous sommes dans une autre région du Japon et la catastrophe qui précède les projets qui nous ont été présentés est une catastrophe récente, 2024. La péninsule de Noto a souffert effectivement en 2024 d'un très puissant tremblement de terre qui n'a pas provoqué de tsunami, mais qui a provoqué, comme malheureusement souvent à cause des tremblements de terre,
de très violents incendies, des morceaux entiers de villes que nous avions fréquentés pour un workshop d'étudiants il y a de nombreuses années, n'existent tout simplement plus. Tout ceci pour remettre un peu dans un contexte plus global le contexte dans lequel nous nous exprimons aujourd'hui et la situation tout à fait particulière au Japon. Les séismes font partie du quotidien là-bas, à intervalles plus ou moins réguliers. De très nombreux séismes se succèdent. Dans les recherches que j'ai faites, par exemple, autour des préoccupations du professeur Prasanna, la zone nord-est du Japon aura été touchée 3 fois en un siècle. Dans les années 1890, à nouveau dans les années 1930 et en 2011. Mais ce qui nous intéresse peut-être plus particulièrement ici, dans la présentation du professeur Nosaku, c'est la question des ressources et des déchets. J'aimerais peut-être que vous développiez un petit peu cette question-là, parce qu'en fin de compte, après toute catastrophe, en tout cas au Japon, toute catastrophe est productrice de déchets. Et ce que vous avez tenté de faire, c'est de transformer ces déchets en ressources. Est-ce que je ne me trompe pas? Yes. When I experienced the Tohoku earthquake, I was very shocked. The so huge garbage is damaged by tsunami. So yeah, it's なんて言うんだろう。It's become big waste, and I research on the Himi city just after the disaster. So we recognize that the upper structure is very undamaged. So that's why I wanted to なんていうのかな rescue the materials as much as possible. Yeah. Merci, thank you. Yeah. Peut-être aussi une autre question sur... Oui, ce que nous montre cette présentation du professeur Nosaku, c'est l'architecture en bois, en tant qu'architecture vivante. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux moments importants par rapport à cette question-là dans la présentation qui a été faite. Oui, une maison, on peut la soulever simplement si on a tout simplement envie d'en réparer ou d'en transformer les fondations. Imaginez chez vous, tout à coup, on veut réparer les fondations. Quelqu'un vient et dit « Ne vous inquiétez pas, je vais soulever votre maison, je vais réparer ce qu'il y a en dessous et vous pourrez la reposer délicatement. » La maison en bois est une maison qui vit, parce que le bois est un matériau vivant. Peut-être une dernière question, professeur Nosaku. Nous nous intéressons énormément à la question de la participation des habitants ou des citoyens après ce genre de catastrophe. Qu'en est-il dans un projet comme celui-là? So at first I
contacted with the local なんていうのかな the city officer, a foreman officer, and he was the client of the renovation project, small projects. So I became the friends already. So I contacted with him, and then he know the government system very well. So he supported me to how to なんていうの conduct. And then so I'm always in Tokyo to teach and so his name is Yoshida-san. So Yoshida-san is always negotiate the residents to the rescue the materials. This is a very important actor for the recovery activities. Dernière question peut-être que je vous posais. Qu'en est-il de la reconstruction, comment dirais-je, en matière de planification urbaine? So these slides, I didn't make this the pamphlet. The urban planner, the professor of Science Tokyo, Professor Mano, and his students held the town meeting fourth time. So I joined this town meeting to advise as an architect. So we collaborate with urban planner. Thank you very much. Bien, passons donc à notre prochain orateur, qui va donc nous d'une certaine manière, s'accrocher à cette tentative de reconstruction d'un village à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour ces échanges. En effet, je vais vous emmener à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un archipel aux portes... je vais voir si... qui est aux portes du Canada. On est à 5000 km de l'Hexagone. On est sur un territoire français, un territoire d'outre-mer, et c'est le seul territoire d'outre-mer qui est dans une géographie subarctique. Donc vraiment un climat particulier, localisation particulière. Puisqu'on parle de culture du risque, je vais presque enlever le du risque. Il y a une culture, et ce projet questionne énormément cela. Il y a un attachement extrêmement fort. On est sur un petit bout de France. Voilà, il y a 600 habitants dans le village de Miquelon. Il y en a 6000 dans l'archipel. Donc c'est un petit territoire. Et leur île, l'île de Miquelon-Langlade, elle fait 2 fois la taille de Paris. Donc 600 habitants sur 2 fois la taille de Paris. Sur un principe, en tout cas, qui est celui qu'on appelle de la double insularité. C'est-à-dire que pour arriver à Miquelon, on passe déjà à Montréal, on reprend un avion pour aller à Saint-Pierre, et on prend un bateau pour aller à Miquelon. Donc on met 24 heures globalement depuis Paris pour aller là-bas. Et donc ça pèse beaucoup dans la culture locale. Ça fait qu'il y a un attachement extrêmement fort. Et on est sur un territoire dans lequel, enfin vous voyez le village, hein, c'est un ex-village de pêcheurs, puisqu'on ne pêche plus, il n'y a plus de poissons là-bas. La surpêche a fait son œuvre. Mais il y a un attachement extrêmement fort. Quasiment la totalité des maisons sont autoconstruites. Elles étaient initialement en bois. Il y a ce parallèle assez fort avec ce qu'on a entendu juste avant. Aujourd'hui, elles sont autoconstruites, mais avec un petit peu moins de bois, un petit peu plus de béton. Mais malgré tout, il y a un savoir-faire local qui est là. Et donc cette identité extrêmement forte. Puisqu'on parle du risque, la question du risque, elle était connue des habitants. Ils habitent au ras de l'eau, on est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est dans des courants qui ont des tempêtes hivernales très fortes. Et donc il y a déjà eu des submersions dans le village. Il y a aussi d'autres risques qui sont des risques géopolitiques, puisque ce territoire a été disputé entre la France et les Anglais
Et dans la période qu'on appelle le Grand Dérangement, à 7 reprises, eh bien, les habitants de Miquelon ont été déportés de leur île. Le village a été rasé par les Anglais. Et donc il y a cette culture de la reterritorialisation. Par cette fois, les habitants sont revenus, se sont réinstallés exactement au même endroit et ont reconstruit leur village. Et ça, c'est ancré dans leur culture. Et c'est une forme de risque pour eux. Mais dans ce qui nous occupe là, en 2018, finalement, pour se protéger de quelque chose qui semblait très présent, donc la question de l'élévation du niveau de la mer, du changement climatique, eh bien l'État réalise un document réglementaire, le plan de prévention des risques littoraux, qui vient qualifier l'aléa sur ce territoire et donc l'exposition au risque des habitants. Et donc la carte que vous voyez en bas à gauche, eh bien c'est tout le village, 100% du village est en situation de risque. Mais ce document réglementaire ne fait pas projet. Et donc il y a une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que les habitants sont attachés à leur commune et décident un an après, 200 habitants sur les 600 que compte le village, eh bien tout seuls, ils vont à 1,5 km de leur village actuel, sur un territoire qui est plus en hauteur, et plantent un panneau qui dit « L'avenir, c'est ici ». Et donc ils manifestent leur désir de rester sur leur territoire. D'ailleurs, la plupart disent que le village de Miquelon, ce n'est pas là où ils habitent, c'est leur île qui est leur village. Et donc c'est important, c'est-à-dire qu'on n'habite pas sa maison, on habite avant tout sa géographie. Et ça, cette culture-là, cet attachement territorial, il est essentiel pour la suite. Et donc ça, on est en 2019-2020. Suite à cela, on a une manifestation citoyenne, on a des élections communales, ça tombe bien, puisque là, on est 6 ans après les élections de 2020. Et l'équipe qui se positionne en 2020 dit nous, on va offrir un avenir au village. Et donc, les élus sollicitent l'aide de l'État en disant il y a ce document réglementaire, on en est conscient. Par contre, aidez-nous à trouver une stratégie pour continuer à vivre sur notre territoire malgré tout. Et c'est là que notre équipe intervient. On est missionné par l'État et la commune pour trouver une solution. Il était question juste avant de la place des habitants. Elle est essentielle dans le cas de Miquelon. C'est-à-dire que quand on arrive, on dessine rien, on arrive avec aucun a priori. On se met en situation d'écoute totale de cette population et de comprendre pourquoi ils veulent rester et comment ils ont envie de rester. On chemine pendant un an, on trouve une réponse, c'est celle que je montrerai juste après. Et point important, on manifeste, en tout cas on formalise l'engagement des partenaires à donner un avenir à Miquelon à travers une charte qui simplement pose des grands principes. Et c'était une manière d'acter que même un an après la réflexion, eh bien, on pouvait s'engager sur un projet qui pour nous dure jusqu'en 2100. L'horizon du projet de Miquelon, c'est 2100. Je ne l'ai peut-être pas précisé en introduction, mais c'est important par rapport aux 2 autres présentations, c'est qu'à Miquelon, la catastrophe n'a pas eu lieu. Elle peut arriver du jour au lendemain, mais elle n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de destruction. On est dans l'anticipation de quelque chose qui n'arrive pas pour le moment. Entre-temps, il y a eu une tempête, Fiona, qui n'est pas passée loin et qui a emporté des maisons au Canada. Donc, on le pressent, ce risque. Et donc, le projet, en réalité, c'est de déplacer le village, mais de rester à Miquelon. C'est une déterritorialisation et une reterritorialisation. C'est faire avec les habitants actuels, les déterritorialiser de leur village et de créer un nouveau village, et donc de se reterritorialiser sur un site qui est aujourd'hui complètement naturel. Alors ça peut heurter les sensibilités autour du ZAN, mais à Miquelon, la priorité, elle est à maintenir un habitat humain sur un territoire et à trouver les conditions pour le faire de la manière la plus écologique possible. Mais donc on est sur ce principe-là. Et donc pour y parvenir, eh bien, c'est l'urgence d'agir. Je montre ce chemin en construction, c'est-à-dire que ça a commencé par un rite. On est sur un site, le site du nouveau village, eh bien, n'a jamais eu d'urbanisation. Eh bien, on a commencé à installer un rite, et le premier rite, eh bien, c'est l'arpentage. Le premier rite, c'est d'aller sur ce site, de le fréquenter. Et donc notre première action a été de créer ce cheminement, qui symboliquement en plus a été créé par les pêcheurs, qui
C'est-à-dire par tradition, les pêcheurs pendant l'hiver ne pêchent pas et donc ils bricolent dans les équipements publics et dans leurs maisons. Et bien là, on a utilisé les pêcheurs de Miquelon pour faire le chemin du nouveau village. Et donc c'est un projet d'ensemble qui porte autant sur la création d'un nouveau village, et là c'est extrêmement classique et on convoque toutes les utopies, de c'est quoi un nouveau village, on l'invente avec les habitants, on le co-dessine avec eux, mais c'est aussi la renaturation du village actuel, avec tous les rêves de pouvoir déplacer des maisons du village actuel jusque dans le nouveau, on ne désespère pas de pouvoir le faire, de déconstruire les maisons et de réemployer en partie les matériaux, donc bâtir le nouveau village avec les éléments du village actuel. Et donc c'est bien cette grande migration qui s'orchestre sur plusieurs années. Et donc pour ça, on accompagne la transition, donc on fait avec les habitants, on installe ces rites avec les enfants, c'est eux qui habiteront Miquelon demain, donc on fait le projet avec eux. Et donc on installe comme ça, en septembre, on a créé cette grande transhumance avec eux pour les partir du village actuel et d'aller dans le futur. Et puis on a progressivement fait émerger là encore, c'est pas la culture du risque, c'est la culture du projet. Et donc il y a des ménages qui très vite ont adhéré à l'idée. Ils se sont dit, mais nous on veut faire partie de ce projet. Donc ils sont devenus les ménages pionniers. On a commencé avec 15 d'entre eux, maintenant on en a 60. Et c'est eux qui font le projet, qui clairement essuient tous les plâtres du projet urbain. Et en ce moment, ils sont en train plutôt d'essuyer leurs plâtres à eux, puisqu'ils sont en train de construire leur première maison. Et ça, on parle d'une temporalité, là c'est assez notable, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation en 2018 qui qualifie l'aléa et qualifie le risque, 2020 des élus qui prennent la décision de s'engager dans un projet d'aménagement, et là on est 6 ans après et on inaugure les premières maisons. Donc on est passé, en tout cas nous de notre intervention 2022 jusqu'à aujourd'hui, en 4 ans seulement, on est passé d'une idée de stratégie de déploiement urbain à clairement un chantier et l'inauguration des maisons. Et on fait avec énormément d'incertitudes. Pendant toutes ces années, eh bien, on a eu des incertitudes sur le fait qu'on ait les financements publics, sur le fait qu'on puisse urbaniser à cet endroit-là, sur le fait qu'il y ait des ménages qui soient intéressés pour le faire. Et là, il y a une culture de Miquelon, c'est là où on se raccroche à l'histoire, c'est que historiquement, eh bien, ils sont partis 7 fois, ils sont revenus 7 fois, eh ben, c'est pas le risque d'une tempête qui va les faire quitter leur île. Et donc, c'est finalement une nouvelle occasion de se redéplacer sur leur propre île. Et donc, on a transformé ce risque, vu peut-être négativement au début, en finalement quelque chose d'extrêmement positif. Et là, on a des habitants. Au début, on pensait que ce seraient des jeunes d'une vingtaine d'années qui construiraient leur première maison. C'est des gens de 60 ans en ce moment qui sont les mains dans le plâtre et dans le bois, à construire leur nouvelle maison, et ils se recréent une nouvelle jeunesse comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que de ce risque d'une absence de perspective, on est passé à finalement un projet très positif pour le village. Et donc tout ça, et juste pour finir dessus, c'est-à-dire que ce processus-là, on le documente parce qu'il y aura peut-être une leçon de Miquelon un jour, en tout cas aujourd'hui on n'en est pas là, et comme il y a les case studies qui étaient énoncés en introduction, on essaye de documenter ça parce qu'on apprend vraiment en marchant à Miquelon, et l'État aussi est en soutien d'une démarche complètement exploratoire à l'échelle française. Et donc c'est des choses qui se documentent pour ensuite essayer d'en tirer des leçons pour d'autres territoires français. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le récit de cette magnifique aventure. Une question me pend aux lèvres immédiatement dès qu'on parle d'autoconstruction. Alors si on ne peut peut-être pas parler directement de culture du risque, mais de culture tout court, et l'architecte qui se déplace ou l'urbaniste qui se déplace sur le terrain pour prendre connaissance, pour faire avec, qu'est-ce qu'il découvre en matière de compétences et de connaissances dans l'autoconstruction, productrice non seulement de bâtis, mais peut-être aussi d'espaces non bâtis? On découvre un village plein de maîtres d'œuvre. Ce sont des sachants, beaucoup plus que nous en réalité, et c'est là où tout le monde trouve sa place dans ce projet-là.
C'est-à-dire qu'ils savent faire, ils savent viabiliser, ils savent construire leur maison, ils savent faire les détails techniques de leur maison, ils savent beaucoup de choses. Après, ils sont très preneurs de conseils, et donc dans l'équipe, il y a des vrais échanges où ça discute épaisseur de poutres pour optimiser les constructions, qu'elles pèsent moins lourd lorsqu'on les transporte. Enfin, mais on est dans des échanges extrêmement techniques parce que ces habitants, déjà, la plupart ont 2 ou 3 métiers parce que dans le village, il faut savoir un peu tout faire, et ils sont très compétents. Ils sont autant charpentiers, plombiers, électriciens, et dans une entraide aussi très forte. Donc on se rend compte qu'en réalité, voilà, nos métiers très segmentés, là-bas, c'est simplement des savoir-faire que tout le monde doit avoir parce qu'ils sont autonomes. Donc, il faut se débrouiller. Mais là, on fait allusion plutôt aux maisons. Qu'en est-il des espaces communs? Parce qu'on peut peut-être, dans ce cas-là, si on parle d'autoconstruction, on peut peut-être pas parler d'espace public, mais d'espace commun. C'est-à-dire que, euh, qu'en est-il de cette culture-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on observe ou qu'on entend qui témoignent de cette compétence en matière ou de cette culture en matière d'espace commun qui, après, viendra enrichir le projet du nouveau village? Sur les communs, c'est intéressant parce que le commun, c'est l'île, tous les espaces naturels. Ça, c'est le véritable commun. On habite le village, mais on habite plutôt sa maison et on part cheminer sur son île. La réflexion autour du nouveau village, elle a fait émerger un désir de commun urbain. Voilà, même si on est dans un village, eh ben, on rediscute beaucoup de la place du village, des cheminements. Et ça s'invente aujourd'hui avec des vrais désirs, puisque les habitants actuels, en réalité, dans leur village, on est sur un plan hérité du 19e, dans lequel la place du village avait été installée, et sur lesquels ils ne sont pas revenus. Mais lorsqu'on imagine un nouveau village, finalement, eh bien, se repose la question de la place du village, de là où elle doit être, et de ce qu'on peut partager ensemble. Et on se rend compte que les habitants, aujourd'hui, eh ben, ont des désirs d'améliorer leur village, et donc on est en train d'inventer la future place du nouveau village et de se poser la question de ce qui s'adresse dessus. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans les photos, on est sur un village avec essentiellement des maisons individuelles, vieillissement de la population, évolution des modes de vie où on s'installe moins en couple facilement. Eh bien, il y a de l'émergence de projets de collectifs qui commencent à arriver, des personnes qui veulent des maisons plus petites sur un niveau parce que ça coûte trop cher à entretenir et puis c'est plus facile à construire. Et donc c'est pour ça que le projet du nouveau village n'est pas finalement est moins un copier-coller que ce qu'on pouvait penser au début et commence à s'hybrider avec en effet des désirs de commun beaucoup, beaucoup plus forts. Est-ce que quand même, puisque c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui au niveau des risques, on peut dire que le risque par rapport aux éléments naturels ne se manifeste pas de manière suffisamment récurrente pour qu'il laisse des traces dans ses compétences, dans ses connaissances? Oui, le risque est identifié, mais en effet, il n'a pas marqué le village. Je ne l'ai pas mentionné, mais puisqu'on parle de précaution par rapport à ce risque-là, le village est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les simulations donnent la cote de 3,70 m à échéance 2100. Le plancher le plus bas du nouveau village sera à 10 mètres. Et cette cote de 10 mètres, cette altitude, elle a été définie collectivement. Lorsqu'on a été sur le site, on n'a pas marqué de trait bleu, mais on a été symboliquement à un endroit qui était à la cote 3,70 m. Ça a été unanime. Personne ne s'est projeté avec une maison pile à la cote 3,70 m. Et tout le monde a dit non, on va plus haut. Et donc la marge de précaution est gigantesque puisqu'on va à l'altitude des 10 mètres. Donc en effet, il y a une précaution naturelle des habitants qui disent si on peut se mettre plus haut, tant mieux. Et voilà, on est à l'abri total du risque. Et je pense que l'autre risque, il est sur l'évolution du changement climatique. C'est-à-dire qu'historiquement, il y avait ce qu'on appelait la muraille de glace, c'est-à-dire que les marées, avec la mer gelée, formaient une muraille de plusieurs mètres qui faisait que les tempêtes venaient se casser sur cette limite-là. Le réchauffement climatique fait que, le changement climatique fait qu'il y a plus cette muraille de glace. Et là, on est dans l'inconnu, on est dans l'incertitude totale. Et il y a une forme de peur malgré tout qui est là, c'est-à-dire que les réflexes du passé qui étaient de se dire on est protégé parce qu'il y a finalement cette protection, cette digue naturelle, ça n'existe plus. Et là, on rentre dans un monde très incertain.
Et face à cette incertitude, eh bien, finalement, la majorité des ménages aujourd'hui veulent faire partie du nouveau village. Merci mille fois pour cette intervention. Last but not least, comme on dit. Bon, merci pour cette invitation à la maison. Je suis venu en chaussons, donc c'est agréable. Je vais vous emmener, alors je vais vous prendre par la main et on va traverser une démarche et on va surtout essayer de comprendre cette question culturelle sur laquelle on a travaillé avec une équipe que je vais vous présenter, et à travers un concours auquel on a répondu en 2021, lancé par le ministère de la Transition écologique, sur 9 sites en France pour expérimenter des nouvelles manières d'habiter les zones inondables. Donc je vous emmène sur un site, alors si j'arrive à zapper, non c'est comment, hop, hop. Je crois qu'il y a une interférence. Alors je vous emmène en Normandie, donc sur la côte fleurie, avec des villes connues comme Trouville-sur-Mer et Deauville et Touques, et une rivière, un fleuve côtier qui s'appelle la Touques. Donc là c'est le lieu, le cadrage pour se rapprocher au niveau national. Voilà. Et de plus près, on a proposé un cadrage un peu large, alors que le site de projet est ce petit cercle noir à la confluence d'un ruisseau. Et si on se rapproche, voilà, c'est quelques photos pour voir ce site avec une friche industrielle, quelques lotissements, des terres polluées. Et on aperçoit cette touque qui bouge avec les marées, donc qui est parfois vaseuse et parfois remplie et assez bucolique, donc avec une sorte de paysage très changeant là, toutes les 6 heures. Si on pose le problème était posé sur 2 parcelles, les 2 parcelles blanches, et confronté à 3 risques. Le premier, la crue fluviale, qui est donc le débordement de la Touques. Le deuxième, qui est le ruissellement du Coteau, donc par ce petit ruisseau qui sort dans 2 busses de 50 cm qui peut d'un seul coup prendre 3 mètres. Et la dernière chose, la submersion marine, puisqu'on est sur la côte. Donc voilà, la question qui était posée sur ce petit cercle qu'on voit sur le grand plan pose cette question. Comment gérer les risques sur ce lieu? Donc, question absurde. D'où la question d'un enchevêtrement des échelles, puisque les phénomènes auxquels on est confronté sont incertains, n'ont pas été vécus et sont bien plus grands que le lieu de la parcelle. Donc ça, c'était nos premiers travaux, donc des gros dézooms d'un enchevêtrement des entités hydrologiques. Et donc, l'idée est d'oublier le risque et de se reposer les questions de comment avoir un projet de territoire et habiter un territoire qu'on a rendu complètement abstrait par des connaissances scientifiques, et comment on peut réatterrir et recomprendre ce territoire. Donc voilà, là c'est l'enchaînement de plusieurs éléments hydrologiques qui sont le bassin versant, l'estuaire, qui sera vraiment l'échelle de réflexion, l'estuaire, l'affluence, donc ce ruisseau qui arrive, et la confluence, le site de projet. Alors il y a eu une petite catastrophe qui n'a pas fait de mort, mais qui a fait des dégâts, donc c'est toujours gênant qu'il y ait des dégâts matériels, en 2003, qui a quand même fait réagir et qui a permis de toucher. Donc la catastrophe culturellement est très très importante parce qu'elle enclenche une réaction, et elle enclenche une mémoire collective d'une réaction collective. Et c'est cette énergie qu'on a essayé de réveiller en disant qu'ils étaient déjà capables de transformer, alors peut-être d'une manière forte et agressive, et peut-être qu'on peut l'utiliser, cette force, comme une anticipation. Et pour expliquer, alors, tout ce que je vous montre, on l'a montré aux élus et font partie des documents qu'on a montrés pour le concours, et donc qui sont aussi dans un travail de pédagogie. Donc on a reconstitué l'histoire de ce territoire pour le comprendre et arrêter de croire des prévisions de risque et de se dire mais où est-ce qu'on habite d'abord, et peut-être qu'on va comprendre
comme un montagnard sait où marcher dans les endroits où il y a de la neige, ou quelqu'un qui habite le bord de l'eau, normalement, comprend les marées. Et donc on se rend compte que Touques, qui est un village qui se trouve toujours dans le cercle, là, entre Trouville et Deauville, était un port dans un marais, et on a ces images de Jeanne Boudin, ces peintures de Jeanne Boudin très connues, qui montrent ce port qui aujourd'hui est l'endroit où il y a le Lidl et le Leclerc, la zone d'activité. Donc on leur a raconté l'histoire par les génératrices urbaines. Donc la première, c'est l'agriculture et les villages. La deuxième, c'est l'arrivée du train et la cité balnéaire. Et le développement en rouge orangé de Deauville et de Trouville. Il y a une latence à chaque fois. J'arrive pas à revenir. Ça vient. Voilà. Et donc là, on revoit un peu l'endroit de la peinture de tout à l'heure, qui est complètement urbanisé. Et donc, l'autre génératrice urbaine après le train, c'est la voiture, et l'étalement urbain, et l'urbanisation du coteau progressive, et donc cette nouvelle tache rouge qui est encore en train d'être faite actuellement. Et donc, on a pris le pari, nous, de se dire que ce qu'ils appelaient risque pouvait être la nouvelle ressource urbaine. Et donc, une ressource et non plus un problème ni un risque, mais la manière de réhabiter autrement ce lieu. Donc c'est comment faire rétrospectivement un pas en arrière pour comprendre prospectivement vers où on va. Donc c'est là qu'on leur a dit c'est pas sur le trait noir qu'il faut rester. Donc on a commencé à être hors concours, mais on l'a assumé, mais c'est bien beaucoup plus large qu'il fallait réfléchir. Là, on voit les plans de réglementation aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, qui ne font pas projet, comme tu disais tout à l'heure, mais qui font interdiction. Donc comment on habite un lieu quand on a des interdictions et quand c'est des experts qui nous disent comment faire, comment on peut le comprendre, comment on peut l'habiter. Évidemment, ils sont nécessaires, c'est de la provocation, mais il va falloir commencer à trouver une manière de faire autrement. J'anticipe les passages bien avant. Et là, c'était une autre manière de représenter le territoire. On a superposé tous les lits de la Touques selon l'histoire, et on a vu que la voie ferrée a dévié un bras qui s'appelle le bras mort maintenant, et qu'avant on était dans un marais, ce qu'on a vu au début. Donc on est parti du principe qu'on devait réhabiter le marais, qui est toujours présent et qui reprendra place progressivement. Donc c'est un peu un choc pour les locaux, puisqu'on réinonde toute une partie de manière assez importante, mais pour se poser des questions ensemble, et non pas pour... j'arrive pas, voilà. Et donc le changement d'échelle est radical. Je vous présente le tourne-pierre, c'est notre médiateur. C'est un oiseau que je regarde sur les côtes depuis que je suis tout petit. C'est un limicole, vous voyez, il est légèrement adapté, un tout petit peu échassier, un tout petit bec un peu long, c'est pas une bécasse non plus. Et il fait des chorégraphies. Il va manger des mollusques entre les vagues et il revient. Et pour moi, je leur dis, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire comme le tourne-pierre, il est agile, il n'est pas statique, il ne met pas des réglementations, mais il utilise ce qu'on pourrait appeler le risque de la vague comme une ressource, puisqu'il peut y manger et y avoir des choses. Et donc, voilà le projet. C'est 4 flèches qui se lisent aussi bien en plan qu'en élévation, avec donc une démarche de dépli et de repli, avec quelque chose de très particulier, c'est que le projet propose d'abord de s'approcher de l'eau, de la comprendre, de se mouiller les pieds, et donc de ne pas reculer tout de suite. Pour mieux reculer, il faut rentrer en sensibilité. Et donc il y a tout un travail de se dire, non, on va développer des activités, plus de logement, bien sûr, parce qu'on aura plus de mal, mais on va s'en approcher, on va d'abord la valoriser, puisqu'on l'a rendue égout de la ville, et on l'oublie et elle devient problème. Et comment elles peuvent devenir ressources. Donc l'idée, c'est et aussi avec, tu en parlais tout à l'heure, différentes strates, où c'est aussi les lignes bleues du tsunami, et d'appeler ça une strate de vulnérabilité, l'endroit où on nous met des règles, mais on peut peut-être essayer d'expérimenter autre chose, un endroit de vigilance, parce que peut-être qu'on se trompe dans les prévisions, donc une vigilance, et une zone d'abri, un peu exagérée, mais au moins on est sûr que c'est un vrai abri. Et donc,
voilà, après le schéma, on a proposé ce dessin, donc, où le site est l'équivalent de trois bâtiments sur ce dessin, avec cette démarche de dépli, de repli, de refuge, de routes, de côtes hautes à construire en reliant des chemins, et donc de raisonner comme ça dans un urbanisme dynamique sur les changements, aussi bien sur le territoire que sur les bâtiments. Là, on a des propositions de logement sur une route qu'on a inventé qui est pourtant à 300 mètres de la Touques, et avec l'idée de dépli et de repli, toujours ce système de profiter, mais pouvoir se rétracter, se reculer, s'en aller. Bon, je vais juste passer plus rapidement ces choses-là. Je ne peux pas passer rapidement. Voilà. Là, c'était une autre manière. Alors, pareil, dans l'idée de culture, c'était de dire, nous aussi, on sait faire des choses compliquées avec plein de chiffres. Mais c'est un travail d'architecte et pas d'hydraulicien. Mais on est capable, nous, de revenir à des idées de dimensionnement, de cotes, de hauteur, ce qu'on a entendu tout à l'heure plusieurs fois. Et la question, à nous, elle est spatiale. Elle est spatiale dans l'accueil d'une horizontale fluctuante. Donc nous, on va ériger les verticales sur le territoire. La verticale peut être une marche, peut être un bâtiment, peut être un coteau, mais c'est bien la rencontre de ces deux choses-là, d'une horizontalité qui va fluctuer et quelle verticalité urbaine on y amène. On peut accepter que l'eau rentre très profondément. Donc là, et l'autre point aussi culturellement, c'est de se dire on ne va rien prédire. On va juste dire que ça peut se décaler de 2 mètres. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et puis si ça ne se décale pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'améliorer le quotidien. Et bon, ça, je le passe rapidement, mais et après, il fallait bien quand même présenter quelque chose sur le site. Donc, on a fait une boîte à outils en expérimentant plein de manières de se comporter par rapport à l'aléa et non le risque, à la fluctuation des marées et avec une renaturation assez importante de la confluence, et aussi que les espaces publics soient révélateurs de la montée des eaux, que ça devienne culturel, qu'on sache que la place du marché, elle est inondée comme à Hambourg, 3-4 jours à grande marée haute, et qu'on sait très bien enlever les voitures et non pas résister. Ça, c'est un autre dessin. Vous avez vu qu'on a fait que des dessins à la main. C'est aussi volontaire. C'est de se dire que on n'a plus des perces réalistes qu'il faudrait réaliser, mais bien des processus de transformation avec la question de comment on transmet aux autres générations. Pour reprendre Isabelle Stengers, une philosophe belge, il ne faut pas hésiter à expérimenter, à tester, du moment qu'on ne nuit pas ce qu'on transmet aux futures générations. Donc allons-y, essayons, mais pensons toujours aux futures générations. Et culturellement, localement, de dire qu'une maison doit être déconstruite, c'est difficile à quelqu'un qui en est propriétaire. Mais par contre, de dire que ses petits-enfants ne pourront plus habiter là, on peut commencer une démarche de relocalisation. Et pour terminer, mais j'ai appuyé trop de fois, je crois, voilà. Donc on était en 2021, on a eu la chance de gagner ce concours, et en 2022, donc j'ai présenté cette carte aux élus communautaires en leur racontant qu'en fait les villes rétro-littorales avaient aussi un littoral et que le projet allait développer le littoral sur le territoire et que c'était super. Donc voilà, c'est toujours aussi des termes, comment on emmène, même si c'est un peu caricatural, vers une transformation. Et rien que tourner aussi la carte pour voir autrement sont aussi des méthodes qu'on travaille beaucoup ici avec les étudiants sur les questions de risque. J'ai appuyé, mais ça ne passe pas. Voilà. Et ça, c'était pour montrer qu'après, on a continué et on a réussi à lancer de cette pastille, de ce problème mal posé, un plan guide à l'échelle de l'estuaire, qui est en cours actuellement, auquel on a pu postuler avec l'agence Terre et certains membres de l'équipe initiale. Et donc on voit comment d'un seul coup, on était un des petits cercles de la confluence, là le deuxième en dessous du numéro 3, et maintenant on est sur une grande réflexion, donc il y a vraiment une transformation culturelle par rapport à la question qui était posée au début, a priori on ne fera rien sur la parcelle initiale puisqu'elle est polluée et qu'elle pose d'énormes problèmes.
Donc voilà, j'ai essayé de faire ce tour rapide juste sur les approches culturelles et peut-être les points de bascule possibles. Merci pour cette intervention qui, d'une certaine manière, remet sur la table toutes les questions qu'on a évoquées dans les autres interventions. D'abord, le risque, et non pas le risque, mais les risques, ceux qu'on connaît parce qu'ils appartiennent à l'histoire, ceux qu'on craint parce qu'ils appartiennent à une histoire future qu'on maîtrise mal, et ceux par rapport auxquels on n'a aucune culture, qui sont ceux dont on est en grande partie responsable. Nous n'avons pas évoqué du tout aujourd'hui la question des risques radioactifs, mais ils sont autant d'importance que les risques liés au réchauffement climatique, c'est-à-dire on joue avec le feu. Alors, il est sûr que après la dernière intervention, on peut se poser deux genres de questions. Et je vais demander à chacun d'entre vous de réagir à ça. La première, c'est effectivement de quel risque on parle dans chacun des cas. Et deuxièmement, quelle attitude par rapport à ces risques. Avec la dernière intervention, le risque est presque en projet, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au lieu de s'en défendre, il est vecteur de projet, si je ne me trompe pas. Donc, le risque, les risques, d'une part, et puis, quelle attitude par rapport au risque. Peut-être un rapide tour de table sur ces questions-là. Déjà, moi, j'enlève le mot risque. Pour moi, le risque est inactuel. Vous n'en avez jamais touché, vous n'en avez jamais vu, vous n'avez jamais senti le risque. C'est une probabilité. Donc, on est sur une réflexion de probable quelque chose. Donc comment on peut baser, pour moi on ne peut pas faire du projet avec le risque, on peut faire du projet avec l'aléa, l'élément naturel, les choses qui bougent, et donc ce mouvement, en général c'est qu'on est statique face à un mouvement. C'est comment accueillir un mouvement qui est parfois très très fort, et là il est beaucoup plus palpable et on peut le domestiquer presque. Et donc pour moi la question c'est vraiment comment on fait projet de territoire. C'est parce qu'on n'est plus en phase avec son territoire que ça devient un risque. Parce qu'une vague dans un champ, c'est une vague dans un champ. C'est pas grave. Le champ est mouillé, on peut perdre des choses, mais il n'y a pas de risque humain, matériel, urbain. Mais une vague qu'on va accueillir et qu'on saura... alors je ne parle pas forcément des tsunamis, moi je suis de niveau petite vaguelette, il devient une ressource si on renoue. Alors la question c'est pas de revenir en arrière, même si on peut se référer en arrière, mais on habite évidemment le monde différemment, mais comment on peut transmettre une meilleure compréhension et culture d'un lieu dans lequel on est. Et pourquoi? Et là, quand on fait l'analyse, on se rend compte que tous les tissus urbains ne sont absolument pas appropriés au lieu. Ils sont génériques, et donc on a tout ce mouvement moderne qui s'étale partout. Et la question, c'est comment on pourrait faire un urbanisme local et dynamique. Merci. Professeur Prasanna? Yeah, after listening all the presentation, I think both the opinion of experts as well as the experience of ordinary people, the real lesson is the risk communication, not just a risk communication among ourselves, but how to keep it for generations. I thought whether you make it bring that memories from past through paintings, or make it part of a tradition like in Canada, for example, or Ishinomaki, they will preserve the school so that people could experience it for many years. So I think lack of that communication is perhaps one of the biggest risks that what we could observe learn from all 4 examples. That's it. Thank you so much. Professor Rosaku?
So just after the earthquake or disaster, the human life is most important thing to recover. But I think the long, if we take the long period, the risk is erasing the culture, the history. So the recovery automatically happened with the strong power from the capitalist society system. So we architects want to preserve the indigenous knowledge and local knowledge. It's, this kind of culture and history. So I think it's that nobody care this kind of not the soft things. So yeah, the architects, yeah, at nothing at all. How to say? Has to preserve this kind of indigenous local knowledge. I think it's always risk. It's not only disaster happened, always risk. I think. Thank you. En entendant les différentes remarques, je pense que la question du risque, on la voit sous l'angle de la certitude et l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'il va se passer quelque chose et qu'on a la certitude que si on ne fait rien, on a potentiellement un risque létal. Donc ça, c'est une certitude. Et en même temps, on a l'incertitude de quand ça va arriver. Et en gros, on doit dealer avec cette certitude et cette incertitude. Et ça, si je reprends l'exemple de Miquelon, on est sûr qu'il y aura de la submersion marine. Tout comme on pourrait se dire qu'on est sûr que la géopolitique va probablement mettre son nez aussi sur ce territoire aux portes des États-Unis qui peuvent basculer et potentiellement, enfin, c'est un risque pour Miquelon que demain, l'armée américaine débarque. Ça a été un sujet, ça a été le sujet sur les douanes, où à un moment c'était ciblé. Donc il y a un risque géopolitique, il y a un risque de submersion, il y a un risque énergétique. Bon bref, la vie est risquée. On en est sûr et c'est plutôt chouette de pouvoir le qualifier. Et en ça, c'est intéressant d'avoir tous ces documents qui objectivent les choses. Mais derrière, en effet, l'attitude que nous, on voit sur Miquelon, c'est le mouvement. Enfin, là-dessus, je retrouve ça. Et l'autoconstruction, elle vient révéler ça. C'est-à-dire que les habitants, quand on a été visiter leur maison, étonnamment, eux n'ont aucun attachement à leur construction en tant que telle. Ils en sont à la fois extrêmement fiers et attachés parce qu'ils y vivent, et en même temps, ils ont une distance énorme parce qu'ils la connaissent par cœur, leur maison, qu'ils l'ont déjà transformée 3 fois à l'intérieur, et qu'en refaire une autre, c'est rien du tout. Et donc cette capacité à être en mouvement, c'est presque la plus belle leçon, en tout cas la leçon de Miquelon, c'est que on habite avant tout un territoire et beaucoup moins un objet construit. Donc s'il faut bouger, ben on bouge, tant qu'on continue d'y être. Et en effet, la vie humaine est la priorité. Et donc je pense que l'attitude du mouvement, elle est une très belle leçon de se dire il faut s'autoriser à transformer encore nos architectures et nos villes. Merci. Une question dans la salle? Ou une remarque? Bonjour à toutes et à tous, merci pour les présentations. J'aurais juste une question justement sur ce dernier plan, moi-même pour connaître un peu le territoire et l'expérimenter de manière familiale. Il y a une question, très beau projet, il y a une question qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a toujours une vie très locale dans le port de Trouville-sur-Mer, avec beaucoup de marins, de pêcheurs, des halles, il y a une économie par rapport à ça. Vous proposez un très beau projet de territorialité et finalement de remise en forme de la touque avec cet aspect de l'eau. Comment a été pris ce projet justement sur ces corporations qui n'ont pas forcément le même point de vue, un point de vue plus économique, plus peut-être pragmatique sur l'utilisation du littoral et du rapport à l'eau? Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Je vous remercie beaucoup. Ça marche, ouais. Pour commencer, il faut
comprendre que là, je vous ai montré juste une image du début du travail, même du concours. Là, c'est le deuxième concours, et qu'on est en période électorale. Donc, je ne sais pas ce que je peux montrer, donc j'ai rien montré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Trouville, déjà, comme c'est l'ancien village, il est plutôt bien placé, et il prend vite le relief, donc il est plutôt pas très vulnérable. On voit que les anciens villages sont plutôt au bon endroit, comme par hasard. Et l'endroit qui est le plus compliqué, c'est la vallée, qui est la zone d'activité, celle qu'on a vue. Et là, on est en ce moment en plus dans la concertation des acteurs économiques. Et donc, évidemment, quand on leur montre des simulations d'augmentation du niveau de la mer, alors que le Leclerc vient d'être refait avec plus de 600 000 euros de travaux, il n'a pas envie de l'enlever. Donc là, la question c'est, ok, on n'est pas là pour donner des règles et imposer, on est là pour sensibiliser et puis pour poser un problème collectif. Donc on est négociateur, on va dire, et parce que culturellement, si on a la solution et qu'on l'impose et qu'elle n'atterrit pas, ça marchera jamais. Donc on leur demande, et c'est là où il faut aller chercher les ressources et leur demander leurs intentions, et pour qu'ils soient acteurs, il faut qu'ils aient un intérêt. Donc comment il y a un intérêt collectif, mais aussi individuel, à la transformation. Et l'autre sujet, c'est aussi d'être clair dans les échéances. En fait, on n'a pas à agir dans 10 ans. Par contre, on peut ne pas construire à des endroits qui poseront problème dès aujourd'hui. Donc il y a aussi, on relativise, évidemment les images montrent comme si on rasait et qu'on développait ailleurs, et après on va à l'échelle de l'architecture, de voir qu'est-ce que c'est qu'un rez-de-chaussée qui prend l'eau, comment il peut se transformer, comment on gère la place de la voiture, qui est un problème qui crée des embâcles et qui va descendre, comment on met des règles sur le coteau au-dessus, sur peut-être des bassins d'orage, sur des nouvelles réglementations des lotissements, et par exemple parler au maire et dire qu'on n'allait peut-être pas dans un siècle et demi réhabiliter son lotissement comme du patrimoine du début du XXIe siècle. Donc il y a aussi, c'est comment on met en mouvement la pensée évolutive de la ville qui est à court terme trop statique. Donc dans l'économie, je peux le voir sur d'autres endroits où une activité conchilicole doit bouger. Ils savent qu'à moyen terme, il y a des enjeux économiques, donc ils bougent. Merci. Autre question? Anne, oui, je t'en prie. Oui, merci à vous quatre et merci Marc pour ces présentations. J'avais une question pour nos collègues japonais. Si je retiens finalement ces derniers mots, il semble qu'on soit sur des questions du mouvement, de comment ça se déplace, comment on repose des questions, comment on transforme le regard. Et donc moi, ma question, c'est qu'ici, on est dans un lieu d'enseignement, vous êtes des enseignants dans vos établissements. Et donc comment ces questions-là, aujourd'hui, sont abordées dans vos pratiques pédagogiques, avec vos étudiants? Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Merci. If I understood correctly, it's about the risks. No, it is part of your teaching Okay. program. All right. How the students are being involved in. Okay. I think in many cases when it comes to risk, I don't know that. I think in architecture, basically, we are working on, and my field, I'm teaching urban planning. So I always ask my students to start with an issue rather than building on ideas. So issues are always related to everyday life. So definitely, particularly if you're not talking about individual, but actually communities, these drastic changes are the most visible and that needs most of investment. And so that means, so that way I'm trying my best to get them involved in learning the
those extreme situations our communities face and make it part of their learning process, particularly when they are working on their thesis work and so on. So that's one approach I'm working on, how to and helping them to learn the risks, the everyday society we have, particularly our infrastructure, everything we build around our life. So my major is architecture design. So my students, for example, master projects is the target is in Himi city, and also the how to construct the new system to rescue the materials. So it's the teaching, experimental teaching of student is to involve the projects. So, and at first I brought the students to research the sites, and then they observe the research. So this is the very important how to say, so the student notice and also find the problem inside on site. This is involvement is the most important teaching, I think. Thank you. Alors, on arrive un peu à la fin et on peut encore prendre une question éventuellement si quelqu'un souhaite poser une question supplémentaire. En as-tu une? Moi, j'en ai beaucoup, en fait, à vrai dire, et on finirait à 21h. Mais non, je vais faire juste un commentaire peut-être, parce que je trouve que tout ça parlait énormément de... Effectivement, on a parlé de certitude, d'incertitude face aux risques, en mettant un petit peu de côté des risques connus, comme effectivement les séismes sont très connus au Japon, les tsunamis aussi. Malgré tout, effectivement, il y a 15 ans, on a près de 18 000 morts, il me semble. Donc malgré cette connaissance du risque, une tragédie incroyable. On a parlé de transfert de la matière, finalement, comment la matière peut être réutilisée, et de transfert d'énergie, parce que face au risque de submersion, face au risque de séisme, de tsunami, il y a une énergie, mais aussi derrière une énergie humaine pour penser la suite, pour penser la vie. Et voilà, j'ai trouvé que tout ça parlait un petit peu de cette manière de transférer de l'énergie en prenant en considération cette question du risque pour faire perdurer la vie quelque part. Et je trouvais très positif cette capacité que vous avez de nous expliquer que quelque part la vie avant tout, c'est pas seulement protéger la vie, c'est aussi faire continuer la vie et se réinventer à travers un monde qui change, avec des choses connues, des choses moins connues, mais malgré tout la nécessité de se penser, de se repenser en tant que société, en tant qu'individu, à travers cette question du risque. Donc je voudrais vous remercier pour ces apports et ces présentations que vous nous avez faites, qui étaient très très riches. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelques mots en conclusion et rebondir sur ce que je disais hier à propos de l'avenir possible en matière de collaboration. Les 4 interventions d'aujourd'hui montrent que, de toute évidence, des échanges inscrits plus dans la durée autour de questions communes ne peuvent être que bénéfiques. Comment organiser les possibilités de travailler ensemble sur des thèmes aussi majeurs que cela? C'est quelque chose dont l'école pourrait s'emparer, à fabriquer la logistique qui va avec. Mais là, il y a des pistes possibles très nombreuses et très riches. Merci à vous.